Bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être là dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, dans notre émission, une page spéciale sera ouverte dans un petit moment dans l'espace réservé à l'actualité avec Nedjma Haresh qui reçoit aujourd'hui le ministre des Industries et des Mines, Monsieur Youssef Yousfi. Et puis, dans notre matinale, nous sommes le mardi, comme vous le savez. Chaque mardi, on a un espace dédié à l'art et à l'art pictural, essentiellement avec Nassiba Jaïdir. Aujourd'hui, elle reçoit l'artiste Saïd Debladji. Et puis, en parlant d'art, on va aussi parler de celle qui adoucit les mœurs, la musique. La musique qui sera à l'honneur du côté d'Oran avec Iman Mahrougras, qui reçoit les représentants de l'orchestre symphonique oranais à l'occasion du Salon du tourisme. Et puis, on continuera de parler également de musique, et de musique justement classique, mais cette fois-ci dans le répertoire un peu plus traditionnel, avec un second orchestre, un orchestre exclusivement féminin dans toute sa composition qui nous vient de Béjaïa et qui sera représenté sur notre plateau ce matin par son chef d'orchestre qui est une femme également. Il s'agit de Yahyaoui Medina qui nous fait le plaisir d'être présente parmi nous ce matin. J'espère que ces thématiques vous plairont et que vous passerez un bon moment avec nous ce matin pour ce démarrage de la journée. Donc restez avec nous. Tout de suite un point météo tout d'abord. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien. Très bien. Ah bah vous avez l'air très en forme. Vous, contrairement à Mel Laribi, vous aimez beaucoup le soleil, je le sais. J'aime beaucoup ça. Encore, j'ai pas encore pris mon café. Oui, mais bon, ça sera encore mieux tout à l'heure. Oui, mais on le sent. L'épanouissement, quand vous arrivez avec du punch le matin. On essaye. On essaye. De toute façon, on profite du soleil encore. Exactement. Mais certainement que le retour des pluies et bien sûr des températures saisonnières ne va pas du tout tarder, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il de cette journée d'abord? Belle journée. Juste de détails. Génial. Allez, le détail s'il vous plaît. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Et bien aujourd'hui, le ciel restera plutôt dégagé à partiellement voilé sur l'ensemble des régions nord. Sur la partie sud, on notera quelques passages nuageux, notamment sur le sud-ouest, la Saoura. Un ciel voilé sur le nord-Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili et le Sahara oriental. On notera en fin d'après-midi quelques pluies éparses, notamment sur l'extrême ouest. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord entre 20 et 19 degrés sur les reliefs intérieurs. On notera un minimum de 13 degrés à Batna. Batna, c'est qu'à Djelfa, 19 degrés à Ghardaya. On notera 17 degrés à Tizi Ouzou, 14 degrés à Constantine, Sétif, 19 à Ghardaya, 17 degrés à Bachar, 22 degrés à Tindo, 27 degrés à Adrar, 30 degrés à Ain Salah, Borj Badi Moukhtar, Ain Gazzam et enfin 22 degrés à Tamarasset ainsi qu'à Janet. Place tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. On notera un ciel plutôt couvert sur la majeure partie du continent, notamment à Budapest, Prague, Bucarest, Varsovie. On notera des averses à Helsinki ainsi qu'à Bordeaux, Dublin, un ciel dégagé à Madrid ainsi qu'à Athènes. Côté Mercure, on notera 12 degrés à Paris, Londres, 15 degrés à Bordeaux, 14 à Marseille, 11 degrés à Berne ainsi qu'à Berlin, 11 degrés également à Prague, à Budapest, à Bucarest, 3 degrés à Helsinki, 6 à Oslo, 15 à Rome et enfin 17 degrés à Athènes. On passe tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. Passez une excellente journée. Également. C'est toujours agréable en tout cas de savoir quel temps nous attend dehors avant de sortir le matin. Donc j'espère que vous avez apprécié ce point météo et sans plus tarder mesdames, messieurs, tout de suite la page news avec Nedjma Haresh.
Bonjour Adia, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'actualité, le Conseil de la Nation et au Conseil de la Nation est prévue une journée parlementaire sur la politique du logement, de la ville et de l'urbanisme, bilan et perspectives. Ouverture également de la 22e session de la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique, commerciale, scientifique, technique, culturelle et culturelle entre l'Algérie et Cuba sous la coprésidence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière côté algérien et du ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger et du partenariat côté cubain-brésilien. Rencontre également prévue aujourd'hui sur la modernisation des banques organisée par l'Association des banques et établissements financiers, la BEF. Ça se passe au CIC à Alger. Une autre rencontre cette fois-ci sur l'industrie numérique. L'industrie, on en parlera tout à l'heure. Donc l'industrie numérique organisée par le Centre de développement des technologies avancées à Bab Hassan à Alger. Côté activité ministérielle, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire poursuit sa visite de 2 jours dans la wilaya de Djelfa. Donc dans la wilaya de Djelfa, oui je disais, où il procédera à l'inauguration d'infrastructures de plusieurs secteurs. Il tiendra également une rencontre avec la société civile à la salle de conférence au siège de la wilaya et à Médéa. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Idalia, doit également inspecter des projets relevant de son secteur. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité nationale. Tout de suite, place à l'invité de la matinale qui reçoit aujourd'hui le ministre de l'Industrie et des Mines, monsieur Youssef Yousfi, pour revenir sur les grandes lignes de la stratégie adoptée par le secteur et aussi promouvoir et diversifier l'économie nationale. D'abord, Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quel bilan pouvons-nous établir aujourd'hui avec toutes les réformes engagées et les mesures incitatives en vue de booster l'investissement industriel, Monsieur Youssef Yousfi? D'abord, je tiens à remercier Canal Algérie pour cette invitation et me donner l'opportunité de parler du secteur de l'industrie et des mines. L'industrie algérienne aujourd'hui est en train de se développer à un rythme assez rapide. L'Algérie se réindustrialise. Il y a un certain nombre de facteurs qui ont fait que les investissements sont de plus en plus nombreux. Il y a d'abord la stabilité du pays. Quelqu'un qui investit son argent, en général, il pense au long terme. Il investit dans un pays ou dans un pays qui est stable politiquement, stable du point de vue sécurité, surtout dans un environnement qui n'est pas toujours très facile. Et cette stabilité, il est incontestable qu'elle vient de la politique prônée depuis de longues années par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a fait de la diversification de l'économie un axe majeur de sa politique elle-même. Il y a également un environnement des affaires qui est attractif. Il y a également une main-d'œuvre qui est là, qui est formée. Il y a des ressources naturelles qui sont nombreuses, qui sont diversifiées. L'Algérie est au cœur du Maghreb. Elle est à la porte de l'Europe, elle est à la porte de l'Afrique, et il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent s'établir dans notre pays pour exporter justement vers ces marchés, soit dans le monde arabe, soit vers l'Afrique, et également vers l'Europe et d'autres marchés. Donc nous sommes idéalement placés géographiquement, et encore une fois, nous avons une main-d'œuvre qualifiée, et nous avons des sources d'énergie abondantes et je crois que le coût est extrêmement compétitif. Donc tous ces facteurs-là font que notre pays attire des investisseurs et que les investisseurs nationaux
s'y engagent du fait de cette stabilité. Tout à fait, Monsieur le Ministre. Donc, vous venez de le dire, les richesses du pays, la main-d'œuvre qualifiée et la position stratégique de l'Algérie, mais surtout la politique clairvoyante engagée. Nous sommes passés d'un pays importateur à un pays exportateur pour certains segments, pour certaines filières. Quelles sont justement les grandes réalisations engagées dans ce sens? Quelles sont les filières prioritaires de votre secteur, Monsieur le Ministre? Nous avons l'industrie, comme je vous le disais, se développe. Nous avons une industrie maintenant de plus en plus performante, avec des coûts compétitifs, avec une qualité qui s'améliore de plus en plus, des technologies qui existent et qui sont parmi les meilleures qui existent dans le monde actuellement. Résultat, c'est que effectivement, nos produits commencent à être compétitifs, à être exportables et exportés. Je cite les matériaux de construction, le programme colossal de logements et d'infrastructures qui ont été ces dernières années au premier plan, faisait que la consommation des matériaux de construction et de ciment en particulier est très importante. En 2015, nous avons importé près de 6 millions de tonnes de ciment. Eh bien, avec les projets qui ont démarré il y a un certain nombre d'années, nous avons aujourd'hui quelque chose comme 19 cimenteries et elles produisent plus que nos besoins et elles commencent à exporter. Nous avons commencé à la fin 2017. En 2018, nous avons exporté pour 25 millions de dollars et bientôt, en 2019, nous allons passer à 2 millions de tonnes d'exportation de ciment. Et il y a d'autres projets qui sont en train de se réaliser. Ils vont se terminer d'ici peut-être 2 ans, 3 ans. Et on va avoir une capacité excédentaire par rapport à nos besoins qui se chiffre entre 10 et 15 millions de tonnes de ciment. Cet excédent va être exporté, qui va nous rapporter quelque chose entre 400 et 500 millions de dollars par année. Justement, Monsieur le Ministre, par rapport aux cimenteries, alors à l'indépendance, nous avions seulement 3 cimenteries. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus, vous venez de dire 19. Donc le groupe JICA, le groupe public qui est leader, suivi en deuxième position par l'opérateur étranger Lafarge, mais on n'en a que 2 opérateurs privés. Est-ce que c'est par rapport à la saturation du segment qu'il n'y a pas autant d'investissements privés? Non, il y a des investissements privés qui se font. La JICA, avec tout son poids, n'assure que 60% de la production nationale. Je vous rappelle qu'il y a un investisseur qui a construit une ciment en plein cœur du Sahara et qui produit et qui exporte. À Aoulef, précisément. Qui exporte à Aoulef dans la région d'Afrique. Oui, il est installé à Aoulef, il exporte vers les pays. Il a commencé ses exportations il y a quelques jours vers les pays limitrophes. Africains. Oui, mais nous pensons que dans le futur, il n'y a pas que les marchés africains. Le marché africain est très important pour nous, mais il n'y a pas que ça. Je voulais souligner simplement qu'entre 2002 et 2018, c'est 8 000 milliards de dinars qui ont été investis dans ce pays. Dans tout secteur confondu. Tout secteur confondu, avec 55 000 projets qui ont été réalisés. C'est pour vous dire, on n'en était pas là il y a un certain nombre de décennies. Aujourd'hui, c'est pour cela que je dis que notre industrie est en train de se développer à un rythme intéressant. Mais dire que nous sommes un pays industrialisé, non. Mazal. Qu'est-ce qui reste à faire? Mazal, il y a encore beaucoup plus d'investissements à réaliser. Il faut attirer davantage d'investisseurs, faire beaucoup plus, disons, améliorer l'environnement des affaires et que les wilayas maintenant, c'est elles qui doivent attirer les investissements en leur facilitant l'accès aux fonciers, en améliorant toutes les procédures administratives, etc. Nous sommes en train d'y travailler.
Tout à fait. Alors, vous venez de le dire, donc des investissements drastiques pour la réalisation notamment de gros complexes comme celui de Bellara, le complexe sidérurgique. On en est où, Monsieur le ministre, aujourd'hui? Eh bien, écoutez, en matière sidérurgique, ça va suivre l'exemple des matériaux de construction. Nous continuons à importer des produits sidérurgiques, mais l'évolution est assez rapide. En 2016, nous avons produit 2,5 millions de tonnes d'acier. En 2017, c'est 3 millions. En 2018, c'est 4 millions. Cette année, on va monter probablement à 6 millions de tonnes. Et dans peu d'années, en 2002, 2003, il y a 10 projets qui sont en train actuellement de se réaliser. Avec cela, nous allons atteindre 12 millions dans une première étape et 16 millions dans une deuxième étape. Ça veut dire également que nous allons satisfaire nos besoins et que nous allons avoir une production excédentaire que nous allons destiner au marché international. Extérieur. Cette année, malgré les difficultés qu'a connues le complexe Hadjar, c'est 67 millions de dollars de produits sidérurgiques qui ont été exportés par ce complexe. Également, le complexe qui est à Betewa commence à exporter et vers des marchés intéressants, vers des pays occidentaux. Et Bellara également suit, avec l'élargissement des capacités du complexe Al-Hadjar qui sont prévues, avec Bellara également, avec l'extension de leur capacité, avec l'extension de la capacité de l'usine de Betewa. Et avec les nouveaux projets qui sont en train de se réaliser, nous allons atteindre, comme je vous l'ai dit assez rapidement, 12 millions de tonnes et puis après 16 millions de tonnes et qui va également, donc nous allons être exportateurs de produits sidérurgiques dans les prochaines années. Ce qui est intéressant à relever, c'est que ces industries suscitent un engouement. Non seulement un engouement, mais le développement d'autres filières. Par exemple, la sidérurgie nous amène à développer nos gisements de fer. Nous en avons 2 à l'est du pays, Ouanza et Boukhadra, mais ça ne suffira pas. Il va falloir aller exploiter très rapidement l'immense gisement de Garage Billet. Nous allons également des gisements de manganèse que nous n'avons pas développés jusque-là. Eh bien, nous sommes maintenant amenés à les développer le plus rapidement possible parce que ce métal rentre dans la composition de l'acier. Et ainsi de suite. Tout à fait. Alors, donc, développement et exploitation de gisements nous amène peut-être à parler justement du grand projet de TBSA pour l'exploration et la transformation du phosphate, Monsieur le ministre. De la même manière que l'industrie, les mines sont en train petit à petit de se réveiller. Je reconnais qu'il y avait une longue léthargie, elle commence à se réveiller. Et le projet phare, c'est certainement la transformation, l'exploitation et la transformation des phosphates en engrais. C'est un immense projet qui va coûter quelque chose entre 600 et 700 milliards de dinars. Ça, c'est le projet de production et de transformation des phosphates. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons passer d'une production actuellement de 1,2 million de tonnes à une production entre 10 et 12 millions de tonnes. Donc nous allons multiplier par 10 la production des phosphates. Nous allons construire un immense complexe dans la wilaya de Sougharas pour transformer ces phosphates en acide phosphorique, qui est la base de la production des engrais. Dans la Skikda, nous allons construire une grande usine d'ammoniac et de nitrate. La combinaison des phosphates, si vous voulez, et de l'ammoniac nous donne toute une variété d'engrais. Nous allons produire quelque chose comme 3 millions de tonnes, 4 millions de tonnes d'engrais, dont une grande partie sera destinée à l'exportation. Et nous prévoyons une exportation qui va varier entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars par année. Avec cela, le gouvernement a pris à sa charge un certain nombre d'investissements qui sont nécessaires à ce projet, comme la modernisation de la ligne de chemin de fer, l'amenée d'eau et d'électricité et de gaz naturel vers ces complexes, la construction de barrages,
l'agrandissement et l'aménagement du port de Annaba, une unité de dessalement d'eau dans la région de Skikda pour faire face à ses besoins. Vous voyez que c'est un immense projet qui est structurant et qui va aider également cette partie du pays qui était relativement peu industrialisée à s'éveiller. Nous allons faire la même chose à côté ouest pour le gisement de Garage Bilat. C'est un immense gisement. Nous allons produire entre 20 et 30 millions de tonnes de minerais que nous allons transporter. Donc il y a une ligne de chemin de fer, il y a un amené de gaz, il y a un amené d'électricité et de l'eau. Donc nous allons transformer ces minerais, ce minerai de fer en acier, et nous sommes en train d'étudier. Les études sont assez avancées. Nous allons voir où nous allons installer les aciéries, et c'est une aciérie certainement de nouvelles aciéries, peut-être de 10 millions de tonnes, que nous allons construire avec l'exploitation de ces gisements. Donc tout se réveille en même temps. Et c'est ça qui est, si vous voulez, qui rend optimiste pour l'avenir de l'industrie de l'Algérie. Tout à fait. Alors, Monsieur le Ministre, l'impact économique est là. Il y a aussi impact social, donc création d'emplois, mais aussi formation de la ressource humaine. On en parlait déjà il y a quelques jours avec une responsable de la formation professionnelle, donc de nouvelles filières qui se développent dans le domaine minier, mais aussi dans le domaine de la production pharmaceutique, Monsieur le Ministre. Tout à fait. À côté, vous avez raison. C'est ça l'industrialisation. Et c'est ça le processus d'industrialisation. C'est ça qui rend optimiste. Et c'est ça la diversification de l'économie. Tout à fait. Elle prend forme aujourd'hui. Elle prend forme. Il n'y a pas que l'industrie. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme. Il y a d'autres secteurs qui sont en train de se réveiller. Et c'est ça le processus de la diversification. Et c'est ça la stabilité du pays. Et c'est cela la politique de la diversification de l'économie qui est prônée par le président de la République. Et en ce qui concerne la pharmacie, nous, malheureusement, nous nous satisfaisons actuellement que la moitié de nos besoins. Cependant, quand même, il y a 164 entreprises qui activent dans le secteur et nous commençons quand même à exporter un petit peu. 5 millions de dollars quand même, qui ont été exportés en 2018 de produits pharmaceutiques, mais il y a énormément de projets qui sont en train de se réaliser et nous espérons élever cette production dans les prochaines années. Il y a beaucoup de partenariats avec des firmes de rang mondial qui sont en train de se mettre en place. Paraît-il que les médicaments anticancéreux reviennent très cher à l'État, d'où l'investissement. Quelle politique justement engagée dans ce sens pour revoir le prix à la baisse pour l'État algérien? Le développement de la pharmacie passe actuellement par des partenariats avec de grandes firmes internationales. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les médicaments anticancéreux qui étaient, disons, pratiquement le monopole de quelques laboratoires, nous essayons de les produire ici au fur et à mesure. Et bien entendu, la production locale avec une main-d'œuvre locale, avec des moyens nationaux, amènera, et la compétitivité également entre différents fabricants, amènera, je l'espère, à une compétitivité au niveau des prix et une amélioration en matière de prix. Très bien, Monsieur le Ministre. On parlera également de l'industrie agroalimentaire qui est aussi en plein essor, qui connaît, je pense, ses plus belles années. Par contre, il y a un manque à gagner quant à la transformation des produits agricoles, Monsieur le Ministre. Le secteur de l'agroalimentaire est la deuxième source de richesse du pays après les hydrocarbures. Nous avons 23 000 entreprises qui sont actives dans ce secteur. Tout à fait. Nous avons exporté 370 millions de dollars de cette industrie en 2018. Mais il reste beaucoup à faire. Vous avez raison, il y a beaucoup à faire. J'ai été bien agréablement surpris il y a quelques jours en visitant une unité qui produit de la pulpe d'orange alors qu'elle était importée pour fabriquer les jus d'orange. Elle est fabriquée ici et c'est heureux de le constater avec des moyens très modernes et nous encourageons fortement cette filière. Nous allons ouvrir dans quelques jours, je l'espère, un centre technique pour l'agroalimentaire en relation avec le ministère de l'Agriculture.
Très bien, monsieur pour le améliorer nos produits et pour inciter l'investissement et pour encourager l'investissement dans cette filière qui est très importante. Vous avez raison de le souligner. ministre. Création de PME surtout. Nous avons plus d'1,1 million PME à travers le pays. C'est ça la véritable source d'industrialisation et de développement industriel et économique du pays. Nous sommes encore loin de nos ambitions. Notre ambition, c'est de doubler ce nombre de PME le plus rapidement possible. Nous sommes en train d'y travailler. Très bien, monsieur le ministre. Alors, un autre secteur, l'industrie automobile. La grande question récurrente quant à le taux d'intégration, bien sûr. Qu'est-ce que vous en dites à ce niveau? On n'en est même pas à 10%. C'est-à-dire? Nous avons l'ambition de construire une industrie automobile digne de ce nom, de fabriquer, pas de monter, de fabriquer les pièces qui composent une automobile. Il y a des dizaines de milliers de pièces. Nous sommes en train d'y aller étape par étape. Nous commençons par le montage, c'est vrai, et nous essayons d'y intégrer le maximum de pièces qu'on fabrique dans le pays. Ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas créer des milliers et des milliers d'entreprises qui fabriquent toutes les pièces qu'il y a actuellement, mais nous commençons. L'industrie, nous avons la base pour le faire et rapidement. J'ai parlé exactement. Nous avons l'industrie sidérurgique qui va contribuer de plus en plus à la construction automobile, en matière de carrosserie, etc. Ce que nous importons actuellement, nous allons le produire ici. Il y a plusieurs projets, que ce soit à Al-Hadjar ou dans d'autres projets, qui prévoient de faire les aciers plats de manière à contribuer à cela. Nous avons une énorme usine textile, un complexe textile à Relizane, qui va contribuer lui aussi pour tout ce qui est textile pour l'automobile. Nous avons commencé déjà à fabriquer des faisceaux électriques pour les voitures, ça commence déjà. Il y a également, nous sommes en train même la peinture, nous sommes en train d'essayer de fabriquer la peinture automobile ici. On la fabrique déjà pour la SNVI, elle s'approvisionne ici dans notre entreprise de peinture. Nous allons élever la qualité de cette peinture pour la rendre compatible avec les besoins de l'industrie automobile moderne. Et l'électronique également se développe bien et va contribuer à cette intégration. Dans quelques semaines, je l'espère, nous allons ouvrir la première usine de pneumatiques en Algérie qui est extrêmement moderne et également ça va contribuer. Le plastique connaît un engouement extraordinaire pour la transformation plastique. Les projets de Sonatrach pour la pétrochimie, il y a déjà un projet qui va être réalisé pour le polypropylène et d'autres plastiques qui vont aider également à cette intégration. Donc l'intégration est un processus continu. Ce n'est pas du jour au lendemain, le taux d'intégration aujourd'hui il est nul et comment, etc. C'est un processus qui est long, mais il faut y croire. Donc selon vous, c'est une question de temps? C'est une question de temps. Il faut juste donner autant de temps. Exactement, mais avoir la volonté et la détermination d'y arriver. D'accord. Alors, monsieur le ministre, parallèlement, il y a des constructeurs automobiles mondiaux qui sont en train d'offrir des produits, une autre gamme de produits, notamment la voiture électrique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'entre-temps, on sera dépassé par les nouvelles technologies? Nous voulons attirer ici les plus grands constructeurs mondiaux. Et nous voulons qu'il y ait une compétition entre eux. La présence de ces grands constructeurs mondiaux nous assure la qualité de ces véhicules. Nous voulons offrir à l'Algérien une voiture sûre et de qualité. À moindre coût. À moindre coût, au fur et à mesure qu'on intègre nos produits locaux. Mais il faut qu'elles soient des voitures de qualité. Et à moindre coût, vous avez raison, et une voiture également qui soit exportable. Et nous voulons que ces constructeurs non seulement produisent pour le marché national, mais qu'ils exportent, et dès maintenant. Bon, ils attendent plusieurs années pour exporter, et dont la technologie évolue au fur et à mesure.
Donc, si demain le marché demande des voitures électriques, eh bien ces constructeurs, nous mettrons avec ces constructeurs à la fabrication de voitures automobiles. Je cite toujours cet exemple. Un grand pays, plus de 100 millions d'habitants, et produit 3 millions de véhicules par année. Il emploie 800 000 travailleurs dans le secteur. Il exporte pour 80 milliards de dollars de voitures. Il fabrique, bien entendu, le taux d'intégration est de plus en plus élevé, mais il n'a pas de voiture nationale. Ce sont des constructeurs qui viennent du monde entier, qui s'installent là-bas et qui produisent ces véhicules en partenariat avec les entreprises de ce pays-là. Et c'est un exemple qui réussit. 80 milliards de dollars d'exportation, 800 000 travailleurs, c'est à ça qu'il faut prendre en compte. Exactement, et c'est là où il faut y aller. Tout à fait. Alors, l'industrie textile, vous venez d'en parler, on en est où par rapport au partenariat algéro-turc? Vous avez dit qu'on a commencé les exportations, c'est ça? Nous avons commencé les exportations, c'est déjà avant que l'ensemble des usines ne soient prêtes. Nous avons déjà commencé à exporter pour 3 millions de dollars. Et nous avons... ce complexe va commencer, enfin, au fur et à mesure, il avance. Cette année, il va ouvrir de nouvelles usines. Et d'ici la fin de l'année ou d'ici 18 mois, c'est 10 000 travailleurs qui vont être présents sur ce complexe. À terme, quand l'ensemble des usines seront prêtes, c'est 25 000 travailleurs. Cette année, nous allons commencer à exporter des jeans. Les gens ont pris avec malice que j'avais dit que cette année on commençait à produire des jeans. On dit ça fait 50 ans qu'on est indépendant et c'est maintenant que vous produisez un jean. Mais ce n'est pas un jean que nous allons produire, c'est 12 millions. Et qui vont être exportés dans les plus grands marchés internationaux. Donc, il va fabriquer un ensemble donc, de produits. Il y a un centre de formation, c'est 25 000 travailleurs. Et nous allons contribuer à l'exportation de nos produits. Tout à fait. Donc l'industrie textile qui est renée de ses cendres, qui était carrément effondrée il y a quelques années. Une autre industrie qui est aussi en train de connaître une renaissance, celle de la tannerie, monsieur le ministre. Grâce à vous, grâce aux médias et grâce à la mobilisation des médias d'une manière générale et grâce à la mobilisation également des citoyens, nous avons pu, à l'occasion de l'Eid al-Adha, collecter quelque chose comme 900 000 pots et près de 400 tonnes de laine que nous avons récoltées. Nous avons l'intention de reproduire Nous l'avons fait dans 6 wilayas pilotes pour voir quelles étaient les difficultés et pour apprendre et corriger pour la suite. Nous avons l'intention de répéter cette opération à l'occasion de Eid al-Adha de 2019 sur l'ensemble des wilayas du pays. C'est un immense challenge et nous comptons sur vous, nous comptons sur les médias pour nous aider dans cette opération. Et l'objectif, c'est de récolter le maximum, 2 millions et demi de pots, et qui va donner un nouveau souffle à l'industrie du cuir et d'une manière générale. Tout à fait. Il y a aussi même des activités annexes telles que la transformation des déchets toxiques en fertilisants bio. Tout à fait. Il y a des projets pour justement cette économie de recyclage, les déchets du cuir, de l'industrie du cuir. Nous allons les transformer en engrais. Il y a des projets qui sont dans ce sens-là, qui vont dans ce sens. Justement, il y a un projet algéro-italien qui devait voir le jour quelque part à Alger, du côté de Regaïa. Il y a beaucoup de projets, il n'y a pas que celui-ci, et nous, en tout cas, nous les encourageons. Nous encourageons ce genre de projet qui permet de recycler. Il n'y a pas que ça, il y a malheureusement le recyclage de tous les déchets qu'il y a là, il y a le recyclage des métaux, du cuivre, de l'aluminium, du fer, etc. Mais vous avez raison, c'est un domaine qu'il faut encourager. Et nous sommes en train de le faire.
Tout à fait. On va reparler, Monsieur le ministre, des PME. Donc, alors, on sait que elles représentent 98% des entreprises algériennes. Aujourd'hui, quelles mesures vous comptez prendre justement pour développer davantage les PME et sauver celles qui sont en difficulté, notamment financière? Je pense que c'est la formation à tous les niveaux. D'abord, nous sommes en train de mettre l'accent sur la formation de tous les agents qui accueillent les investisseurs, qui encouragent les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a cette formation. Il y a la formation à donner aux jeunes entrepreneurs pour leur apprendre comment il faut gérer une entreprise et réduire au maximum le taux de mortalité de ces entreprises. Nous avons constaté déjà en 2018 une baisse assez intéressante des échecs. Mais au contraire, nous avons quand même entre 60 et 70 000 nouvelles PME qui se créent chaque année. Un problème, encore une fois, de formation et d'aide. Je crois que l'État a beaucoup fait, a beaucoup aidé à la création de ces jeunes PME. Nous avons des pépinières, nous avons des incubateurs, nous avons tout un certain... L'État a pris à sa charge la garantie, il y a un fonds de garantie des investissements pour les PME auprès des banques. Ceci encourage les jeunes. Il y a les universités qui commencent également à jouer un rôle assez intéressant en donnant cette formation et en sensibilisant les jeunes pour l'entrepreneuriat. J'ai été également très agréablement surpris par le dynamisme des jeunes femmes qui entreprennent et qui rentrent dans l'entrepreneuriat. C'est extrêmement encourageant. Paraît-il que c'est les femmes qui honorent le plus leur crédit, plutôt que les hommes. Disons, le taux de mortalité des entreprises est plus faible chez les entreprises femmes que chez les entreprises hommes. C'est encourageant. Ben oui, c'est un clin d'œil à l'avance du 8 mars. On parlera aussi des difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes investisseurs. Vous parliez à l'instant de l'investissement. Donc, le foncier industriel, la question qui fâche le plus, mais ça représente la principale entrave pour les investissements. Non, écoutez, nous avons 72 zones industrielles dans le pays. Nous avons 450 zones d'activité. Le gouvernement a décidé de créer 50 nouvelles zones industrielles. L'aménagement coûte excessivement cher, c'est 300 milliards de dinars pour les 50 nouvelles zones industrielles. Moi, je pense que les entrepreneurs eux-mêmes devraient participer à cet aménagement et à la gestion de ces zones industrielles. Deuxième grand problème, et je l'ai dit à beaucoup d'entrepreneurs avec toute l'amitié, il n'y a pas que les grandes villes, il n'y a pas que le nord du pays. Tout à fait. Il y a les hauts plateaux, il y a le sud, il y a alhamdoulilah, nous avons un grand pays, très large, nous avons actuellement l'énergie partout, nous avons une main-d'œuvre qualifiée partout, il faut qu'ils aillent. J'ai dit que le douar, ce n'est plus votre douar d'origine, votre douar aujourd'hui, c'est l'Algérie. Tout à fait, Monsieur le Ministre. Une dernière question, parce que nous arrivons à terme de l'entretien. Vous avez annoncé tout récemment que le secteur privé pourrait à l'avenir gérer ses propres industriels. Quelles solutions cela pourrait apporter justement? Non, le développement. Il faut qu'il y ait un développement rapide. Il y a un développement rapide. Les solutions maintenant, si un groupe d'entrepreneurs privés souhaite avoir une zone industrielle et la gérer, et l'aménager et la gérer, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient. Bien entendu, il y a des cahiers de charges, il y a des normes qu'il faut respecter, mais à part cela, je n'ai pas de difficulté à imaginer cela. Même les zones industrielles qui existent, je le dis, je le répète, il faut qu'ils participent à l'aménagement, à la réhabilitation des anciennes zones, à l'aménagement des nouvelles et à leur gestion. Et une dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'industrie aujourd'hui, Monsieur le Ministre? Moi, je suis optimiste. L'Algérie se réindustrialise. L'industrie est jeune, elle est dynamique, elle est innovante.
et elle utilise des technologies de plus en plus modernes et ses gestionnaires ont beaucoup de courage et j'ai plein de confiance dans leur succès. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes ministre de l'Industrie et des Mines, Monsieur Youssef Yousfi. Voilà, Radia, c'est à vous. Merci beaucoup, Najma, et merci également à Monsieur le ministre, donc Youssef Yousfi, qui avait souligné à l'instant l'importance de l'information dans le développement de toutes ces entreprises et le développement de notre industrie de manière générale. Et il en est de même dans tous les secteurs justement gérés dans ce pays. Il en est de même pour le tourisme, entre autres. Et nous allons tout de suite opérer un petit gros plan sur la formation des guides touristiques chez nous. Et c'est un reportage signé Naïm Alouali. Massif montagneux de Djanet, ils ont presque l'allure de touristes, mais détrompez-vous, ils sont apprentis guides touristiques en stage pratique. Il faut dire que la spécialité guide touristique tend à se raréfier ces dernières années à cause du périclitement général du secteur. La plupart des métiers liés au secteur du tourisme se raréfient dans la région, surtout le métier de guide touristique. Quant à la formation, nous manquons de beaucoup de choses, notamment de la documentation et des stages pratiques. J'ai choisi cette formation par conviction parce que je savais qu'un jour ou l'autre, le tourisme sera le remplaçant des hydrocarbures et par là même, le tourisme est pourvoyeur de fonds et créateur d'emplois. Si je n'avais pas l'espoir, je ne serais pas inscrit à l'Institut. Ayant une capacité d'accueil de 350 stagiaires, l'Institut de formation professionnelle de Djanet embrasse tous les domaines comme l'informatique, l'électricité, le froid, la comptabilité, bref, des activités qui ont pignon sur rue, contrairement au secteur touristique dont la demande a chuté de 98% depuis les années 2010. Il faut dire que notre centre de formation professionnelle est unique et le seul au niveau de toute la wilaya d'Ilizi. Sa vocation première et artisanale et aussi touristique. Quant à la raréfication des agents touristiques ici chez nous, ceci est lié à la situation globale et sécuritaire de la région et des pays limitrophes, notamment le Libye et le Mali. Paradoxe, Djanet, qui est une ville touristique par excellence, risque d'avoir dans un avenir très proche un sérieux déficit en agents touristiques si le secteur dans son ensemble n'est pas urgemment boosté. Merci d'être avec nous ce matin, mesdames, messieurs. C'est le moment de retrouver Nassiba Jaïdir et son invité du jour. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis. Et nous aussi. Merci Adia. Nous aussi, on est très heureux de vous retrouver. Vous nous avez manqué la semaine dernière. Vous avez travaillé au week-end, vous avez permuté. Tout à fait. Voilà, et j'ai eu le plaisir de croiser Mahrez, qu'on salue ce matin. Bonjour, coucou Mahrez. Depuis longtemps, absolument, on le salue ce matin, c'est nous regarde. Oui, très bien. J'imagine que les choses se sont bien déroulées quand même avec lui. Alors aujourd'hui, donc vous allez nous emmener où, Nassiba? Alors cette fois-ci, on va aller pas très loin, boulevard Karim Belkacem, Télémy. Ah bah oui, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Et pas loin de l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger, justement, où a étudié notre invité, je suppose. Non, ou la Constantine peut-être? Non. On va tout de suite le découvrir déjà. Voilà, alors avec nous ce matin, Saïd Bladi, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin.
Merci d'avoir fait le chemin pour nous, et pour nos amis téléspectateurs ce matin. Vous êtes déplacé de Mostaganem, où vous vivez, travaillez, vous enseignez à l'université. Vous êtes professeur en arts visuels. Oui. Et vous avez aussi enseigné dans cette belle école des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts. Pendant 14 ans. Pendant 14 ans. J'ai eu le plaisir aussi de vous rencontrer dans cette école et visiter cette belle école où j'avais réalisé un reportage. Et vous partagez votre passion. Cette belle école qui est désormais laissée à son sort, délaissée, c'est une vieille demeure. Oui, mais maintenant il y a une nouvelle école. Oui, une nouvelle école, mais on aimerait bien que l'ancienne école ait un statut réhabilitée, restaurée. C'est une très belle classée école. Patrimoine historique déjà. Oui. Vous avez eu l'occasion de la visiter? Tout à fait, c'est une très belle demeure de facture vraiment, comment dire, classique, un bâtiment néo-mauresque. Néo-mauresque, oui. Oui, très beau. Très belle école. Qui a gardé ses vitraux, qui a gardé vraiment la beauté de son jardin. Et moi, j'ai eu l'occasion justement de visiter Mostaganem, qui est un berceau des artistes. Absolument. Dans toutes les disciplines artistiques, vraiment, on trouve un foisonnement justement d'artistes et une vie artistique très dense. Et Saïd Douladi en fait partie. Oui, heureusement. Alors, ce qui fait l'actualité cette semaine dans le domaine des arts plastiques, c'est votre exposition qui se déroule actuellement dans, on peut dire l'ex-galerie Sirius, oui, on peut dire. Oui, enfin, mais c'est toujours la même galerie, mais ça a changé de propriétaire, c'est le même espace. Cette galerie qui avait été inaugurée à l'époque et animée, dirigée par Valentina Pavlovskaya, qu'on salue. Ce matin, si elle nous regarde, Valentina, on a eu l'occasion de la recevoir à plusieurs reprises. C'est une galerie qui a reçu aussi de grands noms de la peinture algérienne, absolument. Et maintenant, ça a été repris par Madame Emel Barak Kasmi, qu'on salue aussi. Oui. Et elle en a fait un espace aussi d'exposition. Il y a aussi, et elle a baptisé Iflou Design. Iflou qui veut dire? Iflou, c'est un rituel berbère, je pense. Voilà, c'est la déesse berbère. Ifri. Oui, liée à la déesse Ifri. Tout à fait, déesse J'aime bien ce genre de rituel et tout, parce que c'est au fait presque mathématique que je soigne dans mes œuvres, assez souvent. Voilà. Alors, oui, il y a tout un rituel. Et cette galerie, elle fait office d'espace d'exposition, et puis il y a aussi une autre partie, elle en a fait aussi, c'est le design, c'est l'aménagement, décoration, elle est très versée dans la déco. Ce qui est bien pour la galerie, c'est qu'elle est ouverte à l'espace urbain. On pourrait dire qu'elle est multidisciplinaire. Mais elle est aussi, déjà dans une artère principale d'Alger. Tout à fait. Donc il y a déjà la curiosité des passants. Oui, elle est bien située, ça pour dire. Populaire. Elle est bien située, tout à fait. D'ailleurs, on a eu des visites pendant l'accrochage. D'accord. Le vernissage a eu lieu jeudi dernier. Oui. Il y a eu votre exposition, il y a eu un récital poétique aussi, il y a eu accompagné d'un violoniste aussi, accompagné d'un violoniste. Donc dans une belle ambiance assez très belle ambiance, conviviale. Il y avait beaucoup d'invités, beaucoup de visiteurs. Beaucoup d'amis aussi que j'ai retrouvés grâce à ce vernissage. C'est la magie de l'art. Grâce à l'art, on rencontre des amis, on fait la connaissance de nouveaux amis. Tout à fait. Donc voilà, c'était un très beau vernissage. Absolument. Alors, votre exposition, vous l'avez intitulée, vous allez prononcer... Shelkatlova, qui veut dire... cherche, trouve. Donc c'est la traduction littérale. Le sens, en fait, à l'origine, c'est un indice qui a été écrit dans une fresque qui orne toujours le Palazzo Vecchio à Florence, peinte par un certain Giorgio Vasari, qui était l'historien et le biographe des peintres et des artistes italiens du Quattrocento. Donc il y avait cette inscription qui était un indice, donc c'était une énigme. Et ces deux-là, par le fait que j'enseigne l'histoire de l'art aussi, que je fais des arrêts de temps en temps dans l'histoire de l'art qui m'inspire et qui est pour moi une source d'émerveillement avant et après une source d'inspiration. Donc je fais des arrêts dans l'histoire de l'art et je me ressource. Parce que la peinture actuelle presque ne dit rien.
On a cassé, c'est-à-dire la peinture. Des fois, on représente l'art. Une feuille blanche peut être une œuvre d'art. Donc la peinture actuelle n'inspire plus, ne dit plus rien. Donc c'est pour ça que je voyage dans l'histoire de l'art. Et j'essaie de ressusciter quelques œuvres, mais à ma manière. Je les un peu algérianise. Voilà, c'est toujours les mathématique, revisiter. hein, en fait. C'est Absolument. presque la même. Attention, j'ai Oui, un chat à la gorge. Voilà, grippé, d'ailleurs, il a dit, Oui, il est venu difficilement de Mostar voilà, ce matin, et pour se le réveiller ce matin, c'était pas facile non plus. Je disais Avec le que- changement de temps, c'est évident. Ah oui, bien Voilà. sûr. Oui, bien mais sûr. ça va, donc. Enfin. Un La prompt rétablissement, on vous Oui, souhaite. merci On beaucoup. vous souhaite un Merci prompt rétablissement. Alors, Et c'est- puis ça se passe très bien, rassurez-vous. Oh oui. Une voix rock, si Elle, vous, elle matin, en a des fait fois. l'expérience la semaine dernière, elle était Ah bon malade, Radia Chacun son était malade. oui. Non, mais ça passe très bien, rassurez-vous. Heureusement. Alors, c'est presque la même thématique de ma dernière exposition Consolation avec la galerie Lies. Oui, l'avant-dernière exposition, ça Ouais. s'est passé à la galerie Yasmine. Ma principale exposition, parce que j'ai eu des solos, mais bon, Oui. c'est ma principale dernière exposition, c'est-à-dire c'était la plus importante, c'était Consolation. Oui, Alors là, je revisitais les œuvres orientalistes. Voilà. tout à fait. On a eu l'occasion de visiter à l'époque, il y a 2 ans de cela, et on 2 vous ans, avait oui. invité pour Ouais. en parler. Et aussi, vous avez exposé... Il disait Oui. comment tout à l'heure, comment l'intitulé de la nouvelle exposition Cherche- qui cherche Cher- trouve Qui cherche, trouve. Cherche, non, chercher... cherche, trouve. ou Chercher, c'est trouver. Cherche, tu trouves. En fait, Cherche, tu trouves, voilà. l'histoire, c'est-à-dire, j'ai aimé l'idée qu'une œuvre peut en cacher C'est une autre. Absolument. Voilà, parce que c'était un indice où Giorgio Vasari indiquait que si vous cherchez, vous trouverez, c'est-à-dire l'ancienne peinture de Léonard de Vinci, Léonard de Vinci était champion du monde des œuvres inachevées. Hein. Presque la totalité de ses œuvres, ont été Oui, on a inachevées. des mains, on a des fragments Voilà, de alors, corps. il a repeint au-dessus de l'œuvre de Léonard de Vinci. Mais au fait, il ne l'a pas fait vraiment, parce que des études ont été faites en 2012. Ils ont découvert qu'il y a un cloison, il y a un vide entre la peinture de Giorgio Vasari, donc il a construit tout un mur pour laisser, c'est-à-dire L'œuvre originale. cachée. Donc on ne peut pas détruire l'œuvre de Vasari pour voir le... C'est quand même terrible. Vraiment, les archéologues, c'est un vrai labyrinthe. Voilà, on va pas en dire plus, ça a été dit. On va voir ce que cache Voilà. l'écran Moi, par rapport à cette exposition. C'est beaucoup plus spirituel. C'est pas, moi, quand je peins pas, c'est-à-dire de façon c'est-à-dire l'ego. Je ne peins pas l'ego. Oui. Je peins le soi. Le soi. J'aime que mes œuvres, c'est-à-dire interpellent et révèlent, interpellent, et puis chacun d'interpréter. Et suscite des questionnements. Voilà, il y a une liberté, pourquoi il a fait ça, il y a une mais liberté pourquoi... de lecture. Et voilà, justement. Oh, il y a des questionnements, des suggestions. Bon, on ne va pas en dire plus. Allez, voilà, ça a été très dit. bien. On va les découvrir, tout à fait. l'exposition. Oui. Ça nous permettra de placer justement les choses avec le téléspectateur. Et ne pas rester parler dans l'abstraction. On va Voilà, oui, peut-être avoir des On va aller images. vers le concret tout de Voilà, suite. tout à Merci fait. Nassiba. Je vous en prie. C'est dans cet espace galerie qu'il expose ses œuvres d'art. Des œuvres d'art signées par Saïd Bledi. Des œuvres qui nous invitent à pénétrer dans son univers. Un univers où formes et couleurs évoluent en harmonie. Des couleurs travaillées sur de la toile et où l'on apprécie pleinement les nuances. Son espace plastique, cet artiste peintre l'aménage avec force et émotion. La matière, il la travaille savamment. Dans cet art en mouvement, il y a un esprit créatif. Un esprit créatif est toute une gestuelle en action. Et dans sa dynamique artistique,
De Bledy avance, recherche et explore. Il nous dévoile un univers chargé de questionnements et de suggestions. Chaque tableau évoque un sentiment par sa couleur, sa profondeur et de tout ce qu'il dégage. À chacun son regard, à chacun aussi son interprétation. Ce plasticien nous donne à contempler et à apprécier son talent d'artiste. Il nous délivre des toiles qui libèrent une certaine atmosphère. Dans une palette chromatique nuancée et lumineuse, il y a toute une gestuelle en action. Au fil des ans, ses recherches évoluent. De Bledy expérimente toute forme de langage plastique. Dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement, cet artiste utilise différents matériaux et outils de travail. Des compositions bien équilibrées qui décrivent ou suggèrent une pensée. Des idées, un concept, une énergie créative avec en toile de fond bien des états d'âme. Sa palette contemporaine nous fait part de son vécu, de ses préoccupations dans une société en pleine mutation. Cet enseignant à l'université de Mostaganem reste très attentif à tout ce qui l'entoure. Saïd de Bledy nous offre en partie Merci pour ce beau voyage, Nassiba. Merci. Le moins qu'on puisse dire de ce reportage, en fait, de ce que moi voilà, j'ai été happée par la dernière phrase. C'est vrai, vous disiez la palette contemporaine nous révèle des choses. C'est vrai que c'est une palette qui parle. Absolument, des œuvres aux dimensions profondément humaines. Puis on a vraiment pénétré dans son univers et puis à chacun de nous d'interpréter. Mais elles sont magnifiques les œuvres, hein, franchement. Franchement, oui, c'est un travail d'équipe. Hein. Oui, mais je sais montrer les détails. Moi, c'est ça, justement. Il faut aller dans les détails dans les peintures. Il faut vraiment aller dans les détails. En fait, je vous remercie, c'est-à-dire pour le travail que vous faites. Merci de Bledy. Assez souvent pour les artistes. Nous sommes au service de l'art, Saïd de Bledy. Nous sommes au service de l'art et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aussi aujourd'hui pour parler de leur Et ça va être difficile de rebondir peinture. après des compliments, je vous assure. Elle ne va pas trouver ses phrases. Merci de Bledy. Non, ne vous en faites pas pour ça, ne vous en faites pas. Alors, on revient à cette exposition. C'est une nouvelle, ça fait partie d'une série, on a vraiment des grands formats. Il y a une partie, il y a du nouveau, il y a quelques œuvres. Il y a toujours une œuvre principale qui est celle qui était au fond. Celle qui était au fond, qu'on a bien vu, celle 80. Les accompagnent bien sûr, ça accentue. Absolument. Ça remplit aussi l'espace, mais bon, pas gratuitement. Moi, je ne fais pas de l'art. Vous avez travaillé en fonction de l'espace. L'espace est petit. C'est une petite surface, mais c'est bien étudié, franchement. Voilà, justement, bien étudié. Qu'il donne sur l'aspect urbain. Dans le vernissage, s'est déroulé pratiquement sur... c'est ce qu'on m'a dit, sur le boulevard. Sur le boulevard, il y avait beaucoup de monde. Ça se passe comme ça en Europe. Dès qu'on voit un attroupement avec des petits... C'est une vraie manifestation artistique. Hein. Ce qu'on m'a dit, c'était fort sympathique. Le vernissage s'est déroulé dans une ambiance aussi conviviale que chaleur. J'y étais pas. Mais j'ai eu des échos et j'imagine. Parce que j'ai eu l'occasion dans le temps d'assister à des vernissages quand c'était Valentina qui animait. L'occasion de revoir quelques amis que je n'ai pas vus. C'est ça, c'est les rencontres, les échanges. En plus, il y a
quelques conseils et tout. On s'encourage, hein, justement, parce qu'il y a une absence, je dirais cruelle de la critique. Il n'y a pas de critique d'art. Il n'y a pas de critique d'art. Donc on s'encourage, on s'autocritique. Tiens, c'est bien, Saïd, il y a quelques amis qui m'ont encouragé. Que j'ai beaucoup aimé. Oui. Alors, Monsieur Debladine, pardon, juste, vous parliez tout à l'heure de voyage au cœur de l'histoire de l'art. Tout à l'heure, je m'attendais à voir une autre palette, faite de terre et de vermillon. J'attendais ce voyage-là. Et contrairement à cela, on a une palette festive, une palette chatoyante avec des couleurs très actuelles. Oui, une palette et les toiles elle est lumineuse. Il y a beaucoup de... On n'est pas dans l'ombre et la lumière pas du tout. Elle est riche, il y a une palette très riche, il y a des couleurs, beaucoup de couleurs. Vous travaillez beaucoup la matière, à la base, ma peinture est presque monochrome, donc je commence déjà des fois ma peinture par tracer un dessin un petit peu tourmenté et après je repeins dessus. Moi, je suis un peintre, je me définis comme étant un peintre presque classique, mais je ne peux pas être indifférent à mon époque, celle qui est actuelle, qui est l'art vivant, quoi. Bien sûr. Donc, quand je revisite l'histoire de l'art, c'est une relecture. Un art, c'est l'histoire de l'art, mais je la transpose dans un... Mais là, vous êtes dans l'air du temps. Hein, regardez tous ces contrastes. Et ça bouillonne. On sent que ça bouillonne chez vous. Et ça bouge, ça bouillonne. Il y a une grande liberté du geste. J'ai un grand atelier, une puissance je du geste. Tout le temps. Je peins, c'est-à-dire tout le Avec temps, quelques petits indices comme ça injectés dans la tête qui sont pas mal. On a les aplats, les couleurs. Et hop, une petite scène de vie. Des couples, des machins. Voilà, très bien. C'est pas mal. Ça vit. C'est presque ça bouillonne. vécu aussi. Je fais des trucs presque autobiographiques des fois. Bien sûr. La vie par rapport à ma société. Voilà, je le disais dans le reportage. Parce que nous vivons dans l'époque, cette époque contemporaine, actuelle, en Algérie. Absolument. Un artiste reste toujours attentif à tout ce qui l'entoure. Il reste sensible, attentif, et puis bon, à sa manière, il traduit un engagement, mais un engagement, ses émotions, sa sensibilité. Subtil, voilà. Oui, tout à fait, d'une manière... Ce n'est pas un engagement, c'est-à-dire, je m'engage à ma façon. Voilà. À votre façon, il y a des petits messages par-ci par-là. C'est pour ça, c'est chercher, trouver. Voilà, chercher, trouver. Il y a des petits messages quand on les regarde. Des petits indices. Oui, des petits indices. Qui nous ramènent comme ça, qui réveillent, qui titillent un peu notre mémoire. Alors, cette exposition, elle va durer jusqu'à quelle date? Jusqu'au 6 mars, je pense, 7 mars. Donc ça va durer 21 jours. Ouais. 21 jours. Sinon, un projet en perspective en dehors de cette exposition? On sait que vous avez exposé à Madrid, il n'y a pas longtemps, il y a une année de cela. Oui, une exposition collective. Oui. J'ai mon propre projet en Espagne en 2019, donc voilà, prochainement. On peut en savoir plus sur ce projet? Oui, bien sûr, c'est une exposition qui va être itinérante, et puis j'expose avec un groupe de flamenco excellent. Dans les îles Ibiza et les îles Baléares. Pour 2019. Avec une diffusion musicale. Avec quelle galerie? C'est pas plusieurs galeries. Il y a plusieurs galeries. Plusieurs espaces. Mais à partir d'ici, le point de départ, ce sera dans quelle galerie? À partir d'ici, oui. Oui, dans quelle galerie? À partir d'Oran. Oui. Ah, d'accord. N'hésitez pas à nous ramener une petite vidéo de ce voyage, je vais le faire. J'espère vous inviter aussi. Merci. Merci. Donc, merci pour l'invitation. À Oran, je vous invite à venir voir l'expo et le spectacle. Ça sera au nouveau Centre des Arts ou dans une galerie? Soi-disant Mamo. Donc il n'est pas encore Mamo, mais... Ah, au musée, d'accord. Mini-Mamo. Il est en train de pousser. On se fera un plaisir de venir découvrir cette exposition. Merci. En attendant, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, si vous êtes sur Alger, si vous vous trouvez du côté du boulevard Krim Belkacem, ex-Télémy, n'hésitez pas à aller découvrir son exposition, l'exposition de Saïd Bladi à la Galerie d'Art Ifrou Design. J'ai bien prononcé? Excellent. Ifrou, en berbère, Ifrou Design. Ça va venir. Merci beaucoup, Nassiba. Merci aussi à M. Bladi de nous avoir fait le plaisir justement de partager ce moment sur notre plateau. Vous parliez tout à l'heure de flamenco. On continue de parler justement de musique, mesdames, messieurs, dans cette émission avec une chef d'orchestre qui nous vient de Béjaïa. Elle arrive tout de suite, juste après ceci.
Et on va parler tout de suite de musique andalouse avec notre chef d'orchestre et maestro, donc j'ai nommé là, voilà, j'ai failli dire une bêtise, Yahyaoui, madame, Yahyaoui, c'est bien cela. C'est ça, bonjour, ouais. Merci beaucoup pour... Bienvenue. Okay, merci. Bienvenue. Donc, c'est rare qu'on reçoive des maestros femmes sur ce plateau, donc vous en faites partie. Oui, exactement. Voilà, vous vous êtes orienté vers cet aspect de la musique. Comment vous en êtes venu à choisir justement d'être, voilà, avec une baguette à la main? Alors, voilà, donc c'est venu avec le temps et avec beaucoup de travail. Donc pour ça, d'abord on est deux. Oui. Donc là, ma collègue n'a pas pu être là avec nous, c'est Sonia Bouihia. Donc elle est à Béjaïa. Donc là, on est deux à avoir pris en charge le projet. Oui. Donc de l'orchestre féminin de Béjaïa, Ahbab Chersad Khabjaoui, donc qui existe maintenant depuis 2008. Très bien. Voilà, donc avec 18 filles à peu près, donc qui travaillent et qui, c'est-à-dire on est acharnés sur le travail. Alors nous, on reprend les inédits de Chersad Khabjaoui. Donc c'est les morceaux qu'il a écrits et composés lui-même, donc en kabyle et en arabe. D'accord. Là, on a repris ça, donc voilà. Des inédits, vous me dites? Oui, parce que nous avons... il a laissé un très grand patrimoine. Vraiment pour... Oui, exactement. C'est vraiment le symbole phare de la ville de Béjaïa en termes musical. C'est ça. Oui. Donc là, on est en train de faire quelque chose de nouveau, donc un travail nouveau. On a enregistré un album au niveau du studio du théâtre régional de Béjaïa. Donc avec l'orchestre féminin, il est 100% féminin, joué par des femmes, chanté, même arrangement et direction technique. Donc toutes les étapes d'une composition, voilà, on vous voit en train d'enregistrer dans le studio. Voilà, c'est ça. Et donc toutes les étapes, arrangement, composition. En fait, les compositions existaient, vous dites que alors oui, en majeure partie elles existaient. Donc par contre, nous on a retravaillé parce que c'est assez traditionnel, c'est assez ancien. Oui, c'était sur des enregistrements. On vient de vous voir d'ailleurs en tenue traditionnelle sur scène. Oui, bien sûr. Donc on a travaillé ça, on a retravaillé ça pour que ce soit un petit peu plus moderne, mais toujours dans le traditionnel, avec notre technicien Bazou. Et donc là, on a retravaillé les chansons de Chersad pour que tout le monde puisse les écouter. C'est vous qu'on voit sur la pochette de l'album, un oud à la main ou une... Un oud à la main, alors au milieu, oui, voilà, oui, c'est moi et ma collègue Sonia juste à droite, donc c'est elle qui est chef d'orchestre avec moi et toutes les filles donc, qui ont travaillé dans ce projet. Donc on a essayé de faire un projet nouveau, quelque chose voilà, qu'on voudrait présenter, qu'on voudrait que les gens écoutent. Voilà, donc là, nous, on est très, très, très contente de partager ça. C'est un travail de 2 ans, acharné, voilà. Excellent. Donc, et pour que les gens puissent écouter ce nouvel opus, donc, et écouter votre voix de femme en communion, donc vous allez bientôt commencer une belle tournée, c'est bien cela? Oui, on va essayer de promouvoir ça, effectivement. Donc là, pour l'instant, on en est encore à la sortie. Donc l'album va sortir officiellement d'ici à peu près 15 jours. On n'a pas encore la date exacte, mais ça ne sera pas plus de 15 jours. Très bien. Et voilà. Oui, on commence déjà à entendre une voix, là. Exactement. Donc, et à partir de là, on va essayer de promouvoir le projet pour aller au-delà de ce projet, pour faire un deuxième. Donc déjà, là, on prépare le deuxième qui va arriver, bien sûr, qui sera 100% kabyle. Moi, j'ai envie d'écouter un petit peu ce chœur. Là, on a écouté un petit extrait, mais on est tombé sur un extrait musical. Les voix s'étaient tues entre-temps. Oui, ce moment-là, c'était des solos instrumentaux, joués toujours par les filles de l'orchestre féminin, qui ont été formées dans l'association. Ce ne sont pas des filles étrangères à l'association. Donc, on travaille pour l'association, on est là, on active beaucoup, on fait de la formation jeune. Quand on dit association, c'est une association musicale, mais c'est une école, une véritable école, une véritable pépinière d'artistes dans le registre
andalou. C'est ça. Et à tous les niveaux, donc il y a des classes qui démarrent des plus petits vers les plus C'est exactement ça, et surtout encouragé par le président qui est le fils de Cheikh Sadr Bjaoui, donc c'est Rochdi Bouihia. Donc il nous a vraiment, c'est-à-dire laissé nous épanouir, pouvoir faire un travail, c'est-à-dire la place aux jeunes, et vraiment grâce à lui on a pu faire beaucoup de choses. Résultat, un nouvel album, une nouvelle troupe musicale féminine. Exactement. On va rappeler le nom de l'album, s'il vous plaît. Alors c'est Orchestre féminin Dhikrayat Cheikh Sadr Bjaoui. Très bien, Orchestre féminin Dhikrayat Cheikh Sadr Bjaoui. Merci beaucoup, Merci Madame Yahyaoui, d'être avec nous ce matin. Merci je dirais beaucoup. maestro, puisque vous êtes chef d'orchestre dans cet orchestre féminin, donc exclusivement féminin. Ah oui. C'est une nouveauté du côté de Bdjaya et qu'on découvrira avec plaisir sur les scènes. Exactement, je pense que c'est le premier, c'est-à-dire qui a été enregistré par un orchestre 100% féminin. C'est la première fois qu'un album a été réalisé de cette manière. Oui, oui, c'est ça. Eh bien, bon vent, hein. Merci bon vent beaucoup et bonne réussite à toutes les filles qui vous entourent. Merci beaucoup. Vous les représentez aujourd'hui, donc on les salue si elles nous suivent ce matin. Et nous continuons, mesdames, messieurs, de parler de musique, je pense, avec Iman Mahrougra, cette fois-ci à partir d'Oran, qui va nous parler d'un orchestre symphonique oranais à l'occasion du Salon du Tourisme. Mais pas seulement cela, vous le verrez. Voilà, Iman est déjà à l'image. Bonjour Iman. Bonjour Radia, bonjour à vous tous, chers amis téléspectateurs. Eh bien, heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer par la 10e édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports et aussi des équipements hôteliers. Eh bien, je partage le plateau pour en parler avec l'organisateur du salon. Eh bien, c'est monsieur Nourdine Daoudi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Imen et merci aussi pour l'invitation. Merci. Alors voilà, la 10e édition, alors il y a deux thèmes que vous allez débattre pendant 4 jours et ça va commencer du 21 au 24, chers amis téléspectateurs. Donc l'ouverture c'est le jeudi 21 et la clôture ça va être le dimanche le 24, toute la journée. Alors vous avez 4 jours pour aller faire un petit voyage à travers cette 10e édition. Ah bien, les deux thèmes, on va dire, à débattre ces 4 jours, eh bien Algérie, une destination touristique par excellence, et Oran, nouveau pôle d'investissement touristique et hôtelier. Alors parlez-nous de cette 10e édition, monsieur Daoudi. Alors c'est la 10e édition du Salon international du tourisme, voyage et transport, et aussi le Salon international des équipements et services pour hôtels et restauration. C'est deux salons qui se complètent et qui ont pour objectif numéro 1 de promouvoir la destination Algérie dans un premier lieu et aussi la destination de la ville d'Oran, qui est un pôle d'investissement touristique par excellence. Donc voilà, pendant 4 jours, du 21 au 24, jeudi, vendredi et samedi, dimanche, ça sera 4 jours dédiés au tourisme, aux investissements dans le secteur du tourisme et aussi pour les équipements hôteliers. Très bien. Alors, quelles sont les nouveautés en cette 10e édition pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux téléspectateurs et aussi au public oranais qui est en train de nous regarder? Comme vous le savez, le salon toujours revient avec plein de nouveautés. Je vais en dire quelques nouveautés. Il va y avoir un très grand show culinaire pour mettre en valeur la gastronomie algérienne, le tourisme gastronomique. C'est-à-dire, et aussi, il va y avoir un concours aussi culinaire pour des chefs confirmés. Et ça sera pendant les 3 premiers jours du salon, le jeudi, vendredi et samedi. Ça, c'est la première nouveauté. Et aussi plein de promotions, plein d'offres spéciales pour le salon. Très bien. Eh bien, sans plus tarder, on va faire un autre voyage à travers un orchestre symphonique qui est né hier, qui représente la région de l'Oranie. Et on se retrouve juste après avec nos 2 invités, et pas des moindres, croyez-moi.
De retour sur notre plateau et en compagnie de nos deux invités, eh bien j'ai l'honneur de recevoir et de partager on va dire le duplex aujourd'hui, vu qu'il y a eu la création de l'orchestre symphonique qui représente l'Oranie. Eh bien, c'est Monsieur Amin Kouider. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un honneur pour moi que de partager avec vous ce bon moment. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci. Et bien sûr, vous êtes accompagné avec un jeune musicien, guitariste de jazz déjà à la base et compositeur autodidacte. Et bien aussi, il est, on va dire, il nous a même ramené un instrument de caractère, moi je dirais. Bonjour, ce n'est autre que Yassine Khaddaoui. Bonjour. Bonjour Iman. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Alors voilà, on a assisté hier soir à une soirée formidable, magnifique, parce que j'y étais, j'ai assisté, chers amis téléspectateurs, et j'ai vu tout le spectacle jusqu'à la fin, tellement que c'était magnifique. Alors, on a assisté aussi à la création de l'orchestre symphonique de l'Oranie. Alors, parlez-nous de ce grand événement qui a eu lieu hier soir au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. Vous savez, cet événement d'hier soir, c'est le fruit de travail de plusieurs personnes, de plusieurs décideurs. Il y a de cela 25 ans, donc en 92, l'Orchestre symphonique national a été créé par le marhoum Boubkar Belkhaïd, Allah yarhamou. Donc il a eu une vision que ce que ça allait être la culture dans une vingtaine d'années, beaucoup plus tard. Donc il y a eu cette création de l'Orchestre symphonique national et qui a œuvré pendant près de 15 ans, à Alger, mais aussi dans toutes les wilayas, presque toutes les wilayas. On a fait toutes les wilayas, qu'on n'a pas faites. Et donc cet orchestre a réuni beaucoup de musiciens, beaucoup d'autres chefs d'orchestre pour arriver à créer cette stabilité en termes de musique universelle, musique classique en Algérie. Et le ministère de la Culture qui vraiment fait un travail formidable, à sa tête M. Azdine Mehoubi, notre ministre de la Culture, qui soutient vraiment... Qui a assisté justement hier soir à la belle soirée. Mais qui soutient cette activité particulièrement avec l'orchestre symphonique, avec la musique algérienne sous sa forme symphonique, pour lui redonner les titres de noblesse, en tout cas lui donner d'autres couleurs, l'universalité de notre musique. Bien entendu, il y a cette grande richesse qui est jouée par tellement d'artistes algériens, tellement d'associations, mais aussi l'objectif de l'orchestre, c'est vraiment de donner d'autres couleurs. Et donc il a eu une idée, exactement le 18 février de l'année dernière, et donc il a annoncé le projet de création de l'Orchestre symphonique d'Oran. Et M. Abbad Mohamed, qui est un grand musicien qui joue avec nous à l'Orchestre national, mais aussi directeur de l'Institut régional d'Oran de musique, a créé une association et a fait en sorte avec toute son équipe que ce projet soit réalisé et réalisable. Il a été réalisé hier. Un 18 février. Bien entendu, la date elle est complètement importante, bien entendu. Et qui n'est pas anodine d'ailleurs. Bien entendu, Shahid. Et donc moi j'ai participé avec modestie à titre très gracieux bien entendu à cet édifice, la création du premier orchestre de l'Oranie. Inch'Allah, on espère qu'il y aura aussi d'autres à l'est et bien entendu le sud, parce qu'il faut savoir que c'est pas facile de créer un orchestre, il ne suffit pas juste de le décider. Donc il y a tout un processus à faire. Il y a aussi, on continue, on fait le travail dans le cadre de la formation des jeunes, puisque l'orchestre Tawaharan, c'est un orchestre qui est formé de beaucoup de jeunes qui sont des jeunes issus de conservatoires et de l'institut, des instituts de l'Oranie, Ken Sidi Bel Abbas, Ken Relizen, Ken Ouharan, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de formidable hier. Moi j'étais très très ému de voir un deuxième orchestre officiellement créé. On présente Monsieur le ministre, Monsieur Louali, et bien entendu avec beaucoup de gens du public. Et donc c'était quelque chose constitué d'une quarantaine de musiciens justement, avec deux jeunes chefs d'orchestre hier que vous avez mis à l'avant d'ailleurs. Exactement. Donc l'idée aussi, c'est qu'il y ait la continuité, qu'il y ait aussi la relève, parce que c'est très important pour faire évoluer cette musique et évoluer la pratique de cette musique. Donc moi j'ai formé deux chefs d'orchestre, un qui est spécialisé dans la direction de chœur avec orchestre, c'est Zoher Mazaré, et l'autre Saïdé comme chef d'orchestre. Je les ai formés dans le cadre de l'Orchestre symphonique national. Et ça c'est quelque chose de formidable aussi, de les présenter officiellement
Donc c'est le début du parcours, bien entendu, ils ont beaucoup de choses à parfaire, mais c'est des musiciens déjà confirmés. Mais je pense que c'est très important de pouvoir perpétrer et de continuer donc ce travail qui est donc comment dirais-je, donner l'universalité à notre musique algérienne sous sa forme universelle et faire découvrir au public algérien dans toutes ces régions donc les merveilles de la musique classique. D'ailleurs, vous me parlez de la merveille de la musique classique et bien sûr de notre musique aussi, où on a vu justement Yassine Khadaoui qui s'est produit hier soir en compagnie de l'orchestre symphonique avec un instrument de caractère, c'est le bouzouki grec. Alors, parlez-nous de cette grande soirée à laquelle vous avez participé hier avec, d'ailleurs vous avez été soliste. On a vu même ce que ça a donné, d'ailleurs c'était... Croyez-moi, chers amis téléspectateurs, c'était magnifique. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir ce spectacle certainement dans un sujet qui va être diffusé sur Canal Algérie. Donc, parlez-nous de votre participation en compagnie de, on va dire, l'orchestre symphonique qui est né hier soir de l'Oranie. Tout à fait, c'était une soirée vraiment mémorable et historique pour la ville d'Oran. Et déjà, j'étais très heureux d'avoir été invité auparavant à jouer avec l'Orchestre National à l'Opéra d'Alger. J'étais invité par le maestro Amir Kouider, chose qui m'a honoré. Et juste après, justement, de voir cet enchaînement, disons, de bonnes initiatives aussi. Donc, c'était hier vraiment... disons une soirée vraiment qui s'est déroulée avec succès, il y avait beaucoup de gens, c'était presque complet je pense. Et voilà, maintenant la ville d'Oran possède son propre orchestre symphonique et maintenant il y a une référence, disons, musicale de haut niveau pour tous les citoyens. Et malgré que c'était une initiative culturelle, mais ô que bien citoyenne surtout. Exactement. Donc, juste avant de nous quitter, Monsieur Amin Kouider, vous avez deux événements à nous annoncer. Justement, il y a le Lac des Cygnes, ballet de Saint-Pétersbourg qui va venir, qui va donner un concert qui va accompagner l'Orchestre Symphonique National le 26 et le 27 février à l'Opéra d'Alger. Donc, rendez-vous pris. Mais le rendez-vous de cet après-midi qui est à 16h, donc je vous laisse le soin de l'annoncer. Il y a beaucoup de rendez-vous là. Je voulais juste dire quelque chose sur Yassine. Donc, il y a un musicien formidable. Donc, j'ai eu grand plaisir donc, à l'accueillir au sein de l'orchestre. Donc, on a joué à l'Opéra d'Alger avec l'Orchestre Symphonique de l'Opéra d'Alger. C'était vraiment une réussite. Et bien entendu, chez lui, à Oran, pour moi, c'était quelque chose de naturel vu donc son talent donc, par rapport à cet instrument, mais aussi par rapport à la symbolique, aussi qui est, donc, comme je disais, donc, dans le cadre de la relève, donc, le travail fait aussi par les jeunes. Jeunes, enfants. Cet après-midi, donc à 16h, nous faisons donc un concert éducatif qui est aussi un peu la marque de fabrique donc, de tout notre travail. C'est de présenter un concert éducatif pour les enfants, pour leur expliquer ce que c'est qu'un orchestre, leur faire découvrir les instruments de musique. Et ce rendez-vous, donc c'est inédit, donc je le dis à Oran, par rapport à nos amis d'Alger, de Canal Algérie, que je salue. Nous allons avoir le grand privilège, parce que c'est vraiment un privilège, d'avoir le ballet russe de Saint-Pétersbourg. Donc il va y avoir 30 danseurs pour le Lac des Cygnes, qui est un des plus beaux ballets que Tchaïkovski, le grand compositeur, a écrit. Et bien entendu, il sera joué accompagné par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Et ça, c'est le 26 et 27 février à l'Opéra d'Alger. Eh bien, nous, on se quitte en musique avec une petite interprétation de Yassine Khadaoui. Je vous donne rendez-vous le jeudi matin avec d'autres invités, un autre duplex. J'espère que vous avez, on va dire, apprécié ce petit passage. À jeudi, au revoir. Merci Imen, merci. On s'excuse pour vos invités. Je pense que nous n'aurons pas le temps d'écouter quand même l'extrait. Merci donc à Amin Kouider et merci aux musiciens qui vous accompagnent. Allô? Ah bah si, on pourra finalement écouter ce morceau. C'est excellent. Mesdames, Messieurs, passez une excellente journée et à très vite.